Combien de fois les héros sont-ils jetés dans les caniveaux de la société, tandis que les criminels sont exaltés? Et si je vous disais qu'un homme a donné sa vie pour des dizaines d'enfants, et que, des années plus tard, il dort sur le sol froid d'une gare routière, invisible, oublié, affamé? Cette histoire est une gifle pour ceux qui croient encore que le bien gagne toujours. Mais c'est aussi une puissante leçon spirituelle, car même écrasé par l'injustice, cet homme porte quelque chose que le monde ne peut pas voler, la foi qui l'a soutenu au milieu des cendres. Avant de continuer, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup de gens regardent les vidéos ici et ne sont pas encore abonnés. Votre inscription contribue à faire connaître ces histoires réelles de victoire, de foi et de miracles à encore plus de personnes. Ne manquez pas l'occasion d'être transformé par cette histoire, car à la fin, vous comprendrez pourquoi Dieu n'abandonne jamais ceux qui se donnent aux autres. Il s'appelait Augustin Mbaye, mais presque plus personne ne se souvenait de ce nom à Lyon, et encore moins à l'école communale Jean Moulin, où il avait travaillé comme concierge pendant 27 ans. C'était le genre d'homme qui ne se faisait pas remarquer. Voix basse, pas doux, une sorte de silence qui n'intimidait pas, mais qui était bienvenu. À son arrivée du Sénégal dans les années 1980, il disait à tout le monde qu'il ne voulait que deux choses, la paix et un but. Au moment de l'incendie de 2010, Augustin avait 50 ans et un sourire qui refusait de s'estomper, même face aux tâches les plus difficiles à l'école. Nettoyer le vomi, effacer les graffitis, balayer les couloirs sans fin. Ce jour-là, il avait terminé son service plus tôt que prévu. Il avait rendez-vous avec sa fille, Aïcha, qui habitait à Marseille et était de passage à Lyon. Mais l'odeur de fumée a brisé ses plans comme un rasoir dans l'obscurité. Alors que les professeurs couraient dehors, tandis que les hauts cris de désespoir résonnaient dans les salles, Augustin courut à l'intérieur, sans réfléchir, sans hésiter. Il utilisait un chiffon humide sur son visage, enfonçait des portes avec son épaule, portait des enfants dans ses bras et, dans certains cas, les poussait par les fenêtres, non pas par négligence, mais par urgence désespérée. 38 vies ont été sauvées avant même l'arrivée des pompiers sur les lieux. À l'époque, l'exploit était évoqué entre parents. Il y avait eu une ou deux reconnaissances publiques sans grande cérémonie. Une médaille en laiton qui n'a jamais été remise en personne et une note de bas de page dans un journal local, perdue parmi les reportages sur la circulation et le football. Augustin ne s'est jamais plaint. Il a continué son travail, comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Peut-être était-ce parce qu'il avait réalisé que son courage n'était pas digne de faire la une des journaux. C'est peut-être la façon dont, quelques semaines plus tard, il a été réprimandé par un nouveau directeur pour avoir agi de son propre chef. Il n'en a jamais parlé à personne, mais il a commencé à arriver plus tôt que d'habitude et à partir plus tard. Il nettoyait comme s'il se punissait pour quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer. Le temps a passé. L'école a embauché du nouveau personnel, Aïcha a déménagé définitivement à l'étranger et Augustin, déjà atteint de problèmes articulaires et d'une toux persistante, a été renvoyé et pour limitation physique. Ce qu'ils avaient promis comme congé temporaire s'est avéré être un licenciement silencieux. Sans beaucoup d'attaches en dehors du travail, il se retrouve seul dans un appartement HLM du quartier de Vénissieux, avec un réfrigérateur vide et des factures qui prennent la poussière sur la table. Plus personne ne posait de questions sur lui. La vie a continué, comme un train qui ne vous prévient pas lorsqu'il ne s'arrête pas à la prochaine station. Le héros de cet incendie s'est peu à peu dissous dans l'invisibilité. Jusqu'au jour où, affamé, les pieds enflés et les yeux enfoncés, il retourna à l'école, non pas comme un employé, mais comme un homme cherchant refuge dans les murs dont il avait autrefois pris soin. C'était l'aube quand Augustin franchit les portes de l'école, pieds nus, ses chaussures attachées ensemble par des lacets cassés et en bandoulière. La pluie tombait légèrement, de celle qui ne vous mouille pas d'un coup, mais vous trempe progressivement comme le fait le temps pour l'âme. Il poussa la porte latérale, la même qu'il utilisait depuis des années avec son trousseau de clés.
Maintenant, sans aucun d'entre eux, il la trouva à moitié ouverte par négligence. Il marchait dans les couloirs sombres, guidé par la mémoire. L'odeur était la même, craie humide, vieux bois, ce parfum subtil de boîte à lunch oublié. Il a trouvé le garde-manger au fond de la cafétéria. À l'intérieur, un emballage plastique, des restes de biscuits, un sac de riz ouvert. Il ne voulait pas voler, je voulais juste exister sans être chassé par le froid. Il s'allongea sur les tapis enroulés dans le coin, se protégeant du mieux qu'il pouvait du sol froid. Mais il n'a pas eu le temps de fermer les yeux. À 5h40, une femme de ménage, Madame Brigitte, au visage sévère et aux cheveux attachés en chignon serré, le trouve. Il a crié, il a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, il a essayé de s'expliquer. Sa voix, tremblante, sortait à peine. Ils ont dit qu'il n'avait pas de papier, qu'il était un envahisseur. Les deux policiers, tous deux jeunes et blancs, fronçaient les sourcils comme s'ils étaient confrontés à une menace. Le plus jeune a ri quand Augustin a prononcé son nom. C'est alors que Brigitte, qui observait tout depuis le dos contre la porte, lâcha le balai qu'elle tenait fermement et dit, les yeux écarquillés, « Attendez, cet homme, c'est Augustin, l'Augustin de l'incendie. » Le silence qui suivit le discours de Brigitte était comme un trou noir au centre de la salle. L'un des policiers s'est éclairci la gorge, ne sachant pas où regarder. L'autre semblait chercher un casier judiciaire sur son téléphone portable, mais rien n'apparaissait. Brigitte, qui balayait ce sol depuis des années, se souvenait exactement du matin où Augustin avait porté 7 enfants à la fois, alternant entre être porté sur son dos et sur ses genoux, même avec les bras brûlés. Elle-même avait pleuré ce jour-là, cachée, dans la salle de bain en voyant son état. Maintenant, face à cette silhouette recroquevillée, les yeux baissés et le visage creusé par la faim, il ne pouvait pas comprendre comment la ville, comme toutes les autres, avait permis que cela se produise. Le héros était là, menotté comme n'importe quel autre voleur. Ils l'ont emmené au commissariat du 7e arrondissement. Là-bas, personne ne voulait entendre son histoire. L'officier de service ne l'a même pas regardé dans les yeux pendant qu'il remplissait le rapport. Ils ont placé l'homme non identifié et l'ont poussé dans une cellule froide avec une couverture qui ressemblait plus à une serviette humide. Brigitte, encore sous le choc, a pris des photos, envoyé des messages à d'anciens camarades de classe, appelé un ancien directeur à la retraite. Certains s'en souvenaient, d'autres faisaient semblant de ne pas s'en souvenir. L'un d'eux a dit « Si c'est vraiment lui, pourquoi n'a-t-il pas cherché de l'aide plus tôt ?» Comme si la fierté d'un homme qui a sauvé des dizaines d'enfants pouvait être automatiquement soumise à l'aide sociale. Augustin ne demandait pas l'aumône. J'ai demandé de la mémoire. Il a demandé justice. Mais au fond, à ce moment-là, ce qui m'a fait le plus mal, c'était de réaliser que peut-être plus personne ne s'en souciait. Dans la cellule, Augustin ne dormait pas. Il était assis dans un coin, le dos contre le mur de ciment écaillé, écoutant les sons étouffés de la ville encore vivante à l'extérieur. Klaxons, pas, sirènes lointaines, il se souvenait d'un petit détail. Le dessin d'une girafe qu'une fille nommée Chloé lui avait fait des années auparavant avec la phrase « Merci pour tout, Monsieur Augustin ». Il le gardait plié dans son portefeuille, qu'il avait perdu quelques mois plus tôt lorsqu'il avait été expulsé d'un refuge parce qu'il ne répondait pas aux critères. Pensez à ce dessin, à cette simple phrase écrite au crayon violet et maculée de larmes d'enfant. C'était comme s'accrocher à une corde invisible dans une mer sans fond. C'était son encre. Mais même le souvenir de l'amour d'enfance semblait fragile sous le poids du rejet. Pendant ce temps, un petit mouvement commençait à se produire dans les coulisses. Brigitte a publié sur Facebook la photo d'Augustin et un texte sans détour. « Cet homme a sauvé mon fils. Aujourd'hui, il a été arrêté pour cause de faim. » En quelques heures, les parents d'anciens élèves ont commencé à commenter, partager et taguer les profils des journaux locaux. Un ancien reporter de France 3 Rhône-Alpes, qui avait déjà couvert l'incendie à l'époque, a contacté Brigitte et confirmé l'identité de l'homme. Le téléphone du poste de police a commencé à sonner sans arrêt.
Mais à l'intérieur, Augustin ne savait toujours rien. Il resta silencieux, fixant le sol fissuré, les yeux vitreux, essayant de comprendre où, exactement, sa vie avait été abandonnée. Le lendemain matin, un avocat aux yeux fatigués et mal rasés est apparu dans la cellule. Son nom était Jérôme Leclerc. Il avait vu la publication virale en buvant un café et quelque chose dans l'expression d'Augustin, ce mélange de dignité blessée et de silence ancestral, l'avait fait se lever de table et se rendre au poste de police. Il s'est présenté comme représentant légal bénévole, même sans être officiellement désigné. Le policier hésita, mais ne put l'arrêter. En entrant, Jérôme tendit la main à Augustin, qui tarda à réagir. C'était comme si le geste, une simple poignée de main, s'était perdu dans sa mémoire. Lorsqu'il a finalement tenu les doigts de l'avocat, ses yeux se sont remplis de larmes pour la première fois depuis longtemps. Sans rien dire, il a juste pleuré. Un cri calme et contenu, mais qui en disait plus que n'importe quelle déclaration. Pendant ce temps, dehors, la nouvelle se répandait. La presse locale revient sur l'affaire de l'incendie de 2010. Des images d'archives montrent un homme maigre, avec des bandages sur les bras, entouré d'enfants lui serrant les jambes. Des titres comme « Le héros oublié de Lyon » et « De sauveur à sans-abri, l'histoire d'Augustin » ont commencé à apparaître. Le directeur actuel de l'école, qui ne l'avait jamais rencontré personnellement, a donné une interview officielle en déclarant que Augustin a toujours été respecté par la communauté scolaire. Mais sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient un mélange d'indignation et de honte. Comment se fait-il que personne n'ait rien fait avant ? Comment un pays fier de sa République et de sa fraternité peut-il laisser un héros pourrir en silence dans les rues de la ville ? Quand ils l'ont finalement libéré, Augustin n'est pas rentré chez lui, car il n'en avait plus. Il a quitté le commissariat avec un sac en plastique dans lequel on avait placé les quelques objets qu'il avait sur lui. Un manteau usé, une photo décolorée d'Aïcha lorsqu'elle était encore enfant et une lettre du gouvernement datée de 4 ans plus tôt, refusant sa demande de régularisation. La presse voulait des interviews, les journalistes l'entouraient comme des mouches autour d'une lumière. Mais Augustin ne dit rien. Il s'est simplement rendu à la gare de Perrache, la principale gare routière de Lyon, et s'est assis sur le banc le plus éloigné de la salle d'attente. Il y a passé des heures à regarder les gens avec des valises aller et venir. Personne ne l'a reconnu. La ville, qui l'applaudissait désormais sur les réseaux sociaux, était là, même qui, en personne, passait à côté de lui sans le voir. Jérôme a insisté pour essayer de prendre contact. Il a appelé, envoyé des messages, s'est présenté 2 fois à la gare routière avec du café chaud et une nouvelle couverture. Augustin le remercia du regard, mais il n'accepta rien d'autre. « Ils m'ont déjà pris tout ce que j'étais », a-t-il déclaré dans l'une de ses rares conversations. « S'ils veulent me rendre quelque chose maintenant, je ne sais pas où le mettre. » La phrase a blessé l'avocat comme une lame. Ce n'était pas de la fierté, c'était de l'épuisement. C'était la certitude que le monde n'écoute que lorsque le scandale éclate, mais redevient silencieux lorsque le bruit s'apaise. Alors que la mobilisation grandissait, que les gens demandaient une reconnaissance officielle, des médailles et des compensations, Augustin se repliait de plus en plus sur lui-même. Il dormait là, les genoux repliés, serrant son vieux manteau, comme si l'âme avait été désinstallée du corps. Malgré la pression populaire croissante, Augustin n'a pas cédé. Il a refusé des interviews avec les principales chaînes de télévision, a refusé l'aide financière des ONG et a ignoré une lettre de la mairie lui proposant un abri temporaire. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il silencieusement. « Pourquoi pas quand je dormais sous le pont de la rue de l'université en écoutant les rats courir à mes pieds? Pourquoi pas quand on vous ignorait dans les files d'attente de contrôle où l'on regardait votre peau avant de vous demander votre nom? La vérité est que la chaleur de la compassion tardive brûlait plus que le froid de l'indifférence. La plupart ont vu un héros désolé. Il a vu un corps usagé et jeté, comme un extincteur qui n'est utile que tant qu'il y a du feu. Mais même dans le silence, Augustin provoquait du mouvement.
D'anciens élèves, devenus adultes, ont commencé à s'organiser. Ils ont créé un fonds collectif, écrit des lettres ouvertes et organisé une veillée silencieuse devant l'école avec des bougies et des pancartes « Vous m'avez sauvé la vie à notre tour ». Loïc, l'un des garçons qui l'a sorti des flammes, aujourd'hui étudiant en architecture, a déclaré en direct « Si je respire aujourd'hui, c'est pour lui. Et le monde entier doit le savoir ». Les réseaux étaient remplis de vieilles photos, de nouvelles, de petits souvenirs qui, mis bout à bout, reconstituaient de l'existence d'Augustin avec beaucoup plus de vérité que n'importe quel article de journal. C'était comme si, petit à petit, les enfants qui l'avaient sauvé essayaient de sauver l'homme qui avait disparu à l'intérieur. Une nuit, il pleuvait à verse et le vent était violent comme un couteau. Jérôme réapparaît à la gare routière avec cette fois une enveloppe dans les mains. Il s'assit à côté d'Augustin sans rien dire. Ils restèrent silencieux pendant de longues minutes jusqu'à ce que l'avocat leur remette l'enveloppe. C'est le processus de réhabilitation officiel. Ton nom peut être à nouveau inscrit au casier judiciaire. Augustin ramassa le papier avec précaution comme s'il était en verre. Il la lut lentement. À la fin de la lettre, il y avait une phrase qui le déconcertait. « En reconnaissance des services rendus à la République française ». Il fronça les sourcils, soupira profondément et rendit l'enveloppe à Jérôme. « Ils veulent me récompenser pour quelque chose qu'ils avaient oublié que j'avais fait jusqu'à hier. » Il n'y avait aucune rancœur dans sa voix, juste une lucidité douloureuse, comme quelqu'un qui voit tout clairement et qui donc n'attend plus rien. Mais quelque chose a changé ce matin-là. Augustin, pour la première fois depuis des jours, se leva du banc où il dormait et se dirigea vers le trottoir à l'entrée de la gare. Il se tenait là, regardant les bus arriver et partir. Il se rendit ensuite au kiosque à journaux et acheta un exemplaire écorné du Progrès. L'article de couverture parlait de lui. L'image la montrait en silhouette sur fond de « Un couloir en feu ». À côté, une courte légende « Le gardien invisible qui a sauvé 38 vies ». Il l'a lu comme s'il lisait quelque chose sur quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en lui. Comme si un fragment oublié de dignité s'était réaligné. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais je savais que je ne voulais pas mourir en fantôme. Le lendemain matin, Augustin se rendit au réfectoire d'une église près de la place Carnot, où l'on distribuait parfois de la soupe et du pain. Il s'assit au fond de la rangée, tranquillement. Quand ce fut son tour, une jeune femme avec un turban jaune et un léger sourire s'arrêta en le voyant. « Êtes-vous monsieur Augustin ?» Il hocha la tête, ne comprenant pas d'où elle le connaissait. « Ma mère est institutrice dans cette école. Elle parlait toujours de toi. Elle disait n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil. » Augustin ne savait pas quoi répondre. Il reçut le bol avec précaution, la remercia à voix basse et s'assit dans le coin de la pièce. Là, entouré de gens oubliés comme lui, il se sentait moins seul. Pour la première fois depuis des années, il mangeait avec appétit. Le bouillon était simple, mais semblait restaurer plus que simplement l'estomac. Il a restauré quelque chose dont il ne savait même pas qu'il existait encore. En sortant, la fille au turban s'est à nouveau approchée. « Si tu veux, tu peux nous aider. On a besoin de quelqu'un pour garder les lieux propres. Juste balayer, ranger les chaises, rien de trop lourd. » Il n'a pas répondu immédiatement. Il regarda ses mains, les mêmes qui avaient autrefois porté les enfants à travers le feu. Il prit une profonde inspiration. Si c'est pour servir à nouveau, alors oui. Elle sourit. Et c'est ainsi, sans faste, sans gros titre, qu'Augustin se remet à s'occuper d'un lieu. Ce n'était pas l'école où il avait vécu pendant des décennies, mais c'était un espace où sa présence faisait la différence. Les jours avaient à nouveau un but. Et bien qu'il dormait encore à la gare routière, son âme commençait à sortir de son état d'exil. Au fil du temps, Augustin a commencé à arriver plus tôt à l'église, à nettoyer même là où on ne le lui demandait pas et à disposer les couverts avec une précision presque cérémonielle. Il ne parlait pas beaucoup, mais il saluait tout le monde d'un geste doux de la main et d'un regard qui, bien que chargé du passé, offrait une réelle présence. La communauté l'a adopté petit à petit.
comme si elle reconnaissait, même sans connaître toute l'histoire, que cet homme portait quelque chose de précieux. On commença à l'appeler Monsieur A, un surnom à moitié affectueux, à moitié respectueux, qui lui rendait une partie de son identité sans exposer sa blessure au public. Certains enfants, des enfants d'immigrés comme lui, ont commencé à le suivre dans les couloirs, posant des questions, proposant de l'aide. Il souriait avec ses yeux et racontait parfois des histoires inventées, et presque toutes avec une fin heureuse. Un de ces jours, une enveloppe est apparue sur sa chaise dans la salle paroissiale. Aucun expéditeur. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'une écriture enfantine. « Monsieur Augustin, je suis la fille de Chloé. Elle m'a raconté tout ce que vous avez fait. Un jour, je veux être comme vous. » À côté de la lettre se trouvait un dessin d'une girafe, au crayon violet. Il l'a reconnu tout de suite. C'était la même ligne, le même symbole de gratitude, qui a traversé les générations. Cela a brisé quelque chose en lui, ou peut-être que c'était l'inverse. Cela l'a réparé. Il a pleuré là, sans honte, la lettre pressée contre sa poitrine. La foi que le monde a tenté d'effacer avec mépris et oubli a été ravivée par un enfant qui n'était même pas né lorsqu'il était un héros. Et c'était peut-être ce dont il avait besoin pour continuer. Les nuits étaient encore froides à la gare routière, mais elles n'étaient plus aussi silencieuses. Certaines personnes qui fréquentaient la cafétéria ont commencé à partager avec lui un peu plus que des mots. Des couvertures, des histoires, une tasse de thé chaud. Augustin ne se considérait plus comme un fardeau. Il avait fini par comprendre que, même si le système l'avait laissé tomber, il existait un réseau invisible de gens simples, de bonnes personnes, qui soutenaient ce qui comptait vraiment. Il avait passé des années à demander qu'on se souvienne de lui. Maintenant, je comprenais qu'être rappelé par ceux qui comptaient vraiment, même s'il ne s'agissait que de quelques-uns, valait plus que n'importe quel hommage de bureau. Le silence qui faisait autrefois mal était désormais un espace d'écoute. Il écoutait davantage, parlait moins vite. Il portait en lui une paix qui ne dépendait plus de la reconnaissance. Un après-midi, alors qu'il balayait l'entrée de l'église, une femme aux cheveux gris bouclés s'approcha d'un pas hésitant. C'était Aïcha. Après des années sans nouvelles, il entend l'histoire grâce à une vidéo devenue virale et prend le premier train pour Lyon. Ils se regardèrent pendant des secondes qui semblèrent durer des heures. Elle n'a rien dit. Il a couru vers lui et l'a serré dans ses bras comme s'il serrait dans ses bras le temps perdu. Augustin ferma les yeux. Là, à cet instant, tout le poids qu'il portait sur ses épaules sembla se dissoudre. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. L'étreinte de sa fille était tout ce qu'il désirait depuis le jour où il avait été emmené, depuis la première assiette vide, depuis le premier banc froid où il avait dormi. Et maintenant, il était là, entier, plus invisible, plus seul. Dans les jours qui suivirent, Aïcha commença à venir le chercher tous les après-midi à l'église. Elle lui apportait de la nourriture, des vêtements propres et s'asseyait à côté de lui pendant qu'il terminait ses tâches. Ils n'ont pas parlé des années perdues, pas encore. C'était comme s'ils savaient que le moment opportun pour les explications viendrait encore. Pour l'instant, il suffisait d'être. La présence était curative. Son regard, rempli de culpabilité et d'amour, rencontra son visage avec une acceptation silencieuse. Augustin n'a jamais été du genre à exiger. Sa façon d'aimer était de permettre à l'autre de rester, même après son départ. Et Aïcha, désormais adulte, s'en rendit compte avec une douloureuse clarté. Elle a réalisé que son père n'avait pas seulement été concierge d'école, il avait été concierge dans la vie de tous ceux qui l'entouraient, y compris la sienne. La semaine suivante, il accepte de se rendre à un rendez-vous chez le médecin, programmé par Jérôme et accompagné d'Aïcha. Les tests ont révélé une malnutrition sévère, une anémie chronique et quelques complications pulmonaires anciennes résultant de la fumée inhalée lors de l'incendie. Mais le médecin fut surpris par la force des battements du cœur. C'est comme s'il avait trouvé une nouvelle raison de vivre, dit-il avec désinvolture, sans savoir à quel point c'était vrai.
L'Église l'a officiellement accueilli comme employé bénévole, et une chambre à l'arrière a été improvisée pour qu'il n'ait plus à dormir à la gare routière. Ce n'était pas du luxe, c'était simple, avec un lit, une couverture et une étagère qu'il avait aidé à assembler lui-même. Mais c'était le sien, et dans cet espace, entre le balai, la bouilloire et les dessins des enfants, il a reconstruit quelque chose qu'aucun gouvernement ne pouvait lui donner. Une maison. Un matin, Augustin se réveilla avant le soleil. Il ouvrit la fenêtre de la petite pièce et vit le ciel teinté d'un bleu qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de douleur dans mes os lorsque je me suis levé. Non pas parce qu'elle avait disparu, mais parce qu'elle n'était plus la protagoniste de son existence. Il prépara du café et plaça soigneusement la bouilloire sur la cuisinière, comme s'il accomplissait un rituel. Lorsque les premiers enfants arrivèrent pour le petit déjeuner à l'église, il était déjà en train de balayer la cour. L'une d'elles courut vers lui avec une feuille de papier dans les mains. « Je l'ai fait pour toi !» C'était un dessin, encore une fois, une girafe, mais cette fois avec des ailes. Il sourit. Le monde était encore imparfait, oui, mais maintenant il le savait. Il y avait des endroits où son existence était commémorée, et plus que ceux dont on se souvenait, elle était aimée. Augustin n'a jamais recherché la gloire, et c'est peut-être pour cette raison même qu'il a accompli quelque chose de bien plus grand que la célébrité. Il était un homme de terrain, invisible à l'extérieur, mais essentiel à l'intérieur. Aujourd'hui, à 65 ans, il n'est pas propriétaire de sa maison, il n'a ni richesse, ni aucune reconnaissance officielle. Mais il a un nom qui est à nouveau prononcé avec affection, il a une fille à ses côtés, et il a un espace où sa vie continue de servir les autres, exactement comme il l'a toujours voulu. Si vous lui posez des questions sur l'incendie, il changera de sujet. Non pas par honte, mais parce qu'il sait que le véritable feu auquel il était confronté était celui de l'oubli. Et celui-là, oui, il a gagné. En silence, avec foi et avec la force de quelqu'un qui n'a jamais cessé de se soucier des autres, même lorsque personne ne se souciait de lui. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.